Donc vous avez vu la situation épidémique, nous avons décidé de basculer en comodal. Donc, merci bien sûr, ceux qui nous suivent à distance, de couper votre micro. Et si vous avez des questions, des commentaires, eh bien, d'en faire part dans la conversation. Alors, nous sommes ravis donc de lancer ce séminaire, Vivre avec le Covid, dialogue transdisciplinaire, et qui a été coordonné par mes collègues Éline Szabó et Sarah Demar, ici présentes, et je les remercie. Alors, d'où est venue cette idée du séminaire? Au départ, à partir de nos réflexions sur la dernière grande pandémie globale, mondiale, qui a été le VIH-Sida, sur laquelle nous travaillons, il nous semblait intéressant d'avoir une réflexion en comparaison, mais également au-delà de la comparaison, sur la pandémie que nous vivons actuellement de Covid-19. Mais on voulait instaurer ce dialogue dans une visée transdisciplinaire. Et c'est pour ça que chaque séance est construite, vous le verrez, avec des intervenants, intervenantes qui sont inscrits dans des champs disciplinaires différents. Et donc, pour croiser ensemble ces différentes approches, pour mieux comprendre les multiples enjeux soulevés par cette épidémie. Et puis l'idée aussi était de recréer un espace critique, de resituer le débat dans le champ des sciences, avec toute la pluralité épistémique qui les concerne, et avec des temporalités différentes de celles du temps politique. Et donc un espace où on peut débattre, où on espère débattre sereinement, même si nous sommes dans un contexte où on a parfois l'impression que ça devient un petit peu difficile. Et donc voilà, on voulait pouvoir faire dialoguer différents points de vue qui peuvent être contradictoires, qui peuvent donner lieu à controverses, mais sans tomber dans des clivages et des oppositions radicales et des fois empreintes aussi d'une certaine émotion. Alors, le programme complet, je pense qu'il s'affiche pour ceux à distance, donc vous le voyez. Il est disponible sinon sur notre site, donc observatoire du sida et des sexualités.be. Et avant de vous présenter la séance d'aujourd'hui et nos intervenants, j'annonce juste la séance prochaine qui aura lieu donc le 6 décembre. Et on aura le plaisir d'accueillir Isabelle Stengers, philosophe, autour justement des controverses scientifiques, des sciences et de la défense de l'ordre public. Avec Nicolas Dauby, du CHU Saint-Pierre en discutant, et Sarah Demar. Alors, pour la séance d'aujourd'hui, eh bien, nous sommes très contentes d'accueillir Marius Gilbert. Donc, Marius Gilbert, je ne sais pas s'il est encore nécessaire de le présenter, mais je vais quand même le faire. Donc, vous êtes chercheur en épidémiologie ici à l'ULB. Vous dirigez le service d'épidémiologie spatiale. Vous êtes également vice-recteur à la recherche chez nous. Et vous avez publié juste un passage au JT qui revient un petit peu sur vos différentes interventions et sur votre expérience également en tant que membre du GEES, donc du groupe d'experts qui avait été institué à l'époque par la première ministre Sophie Wilmès en avril 2020 pour penser des stratégies de déconfinement. Donc voilà, je vais vous laisser la parole pour environ une trentaine de minutes. Et puis ensuite, je laisserai ma place à David Paternotte. David Paternotte est sociologue, chargé de cours en sociologie à l'ULB, également vice-doyen en relations internationales, directeur de l'Institut de sociologie, co-directeur de STRIGE, et président du comité de gestion du master de spécialisation en études de genre. Et David, je te laisserai la parole juste après l'intervention de Marius. Merci. Merci. Alors, je vais essayer de dire un petit peu l'essentiel en 30 minutes. Ça va, l'essentiel, il y a beaucoup de choses à dire sur la manière dont toute cette crise a été gérée, perçue, vécue. Et je vais me concentrer sur, en fait, un petit peu les difficultés, les obstacles, les enjeux qui se présentent
à l'interface, je dirais, entre expertise et décision, en abordant un petit peu aussi la question de la communication qu'il y a autour de ça. Alors, ce qui est assez frappant, la première question, c'est quelle expertise que je voudrais discuter un petit peu. C'est que clairement, on se retrouve en mars 2020 avec une épidémie, une pandémie qui prend la plupart des pays de court. Et tout d'un coup, il faut, le pouvoir politique, l'exécutif, se dit, bon, ben voilà, on a besoin d'experts pour nous aider à prendre des décisions. Et comme il s'agit d'un virus, comme il s'agit d'une maladie, le premier réflexe est de recourir à l'expertise biomédicale principalement. Et on voit ça très fort dans cette première phase de la gestion, et ça va durer pendant très longtemps, on n'en est toujours pas sorti, que en fait la place de l'expertise est vraiment très très fortement déséquilibrée, je dirais, en faveur de l'expertise biomédicale. Et c'est une expertise qui est absolument essentielle, qui est indispensable, savoir un peu voilà, comment est-ce que le virus se transmet, quels sont les facteurs de risque, quels sont les contours des décisions en matière strictement épidémiologique, virologique, quelles sont les thérapies possibles, etc. Mais très rapidement, dès le moment où on est en fait à ce moment-là tout nu face à l'épidémie, puisqu'on n'a aucun instrument de prévention, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de test, il n'y a pas de vaccin, il y a encore moins de thérapie. En fait, les seules mesures efficaces sont des mesures les mesures d'urgence, comme peut être le lockdown, le confinement strict, qui visent à réduire drastiquement les niveaux de contact et donc de contagiosité, de contagion entre les personnes. Mais pour faire ça, pour savoir comment on gère ça, comment on communique ça, comment est-ce qu'on maintient ça dans la durée, ce n'est pas une expertise biomédicale qu'il faut. C'est une expertise qui est de nature de sciences humaines, de personnes qui comprennent comment la société fonctionne, qu'est-ce qui motive les gens, comment est-ce qu'on arrive à susciter l'adhésion, à la maintenir, et toutes ces questions-là. Or, cette expertise-là est totalement absente ou très très peu présente, je dirais, dans les groupes d'experts. Ça, c'est la première chose qui est très frappante. Et dans un premier temps, ce n'est pas très grave, je dirais, dans la mesure où, de toute façon, on ferme tout. C'est l'État qui vient imposer ça. Mais dès le moment où la crise s'installe dans la durée et où les questions de l'adhésion, de la motivation deviennent beaucoup plus présentes, à ce moment-là, ça commence à coincer de ce point de vue-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui, moi, me frappe très vite, c'est en fait la faible prise de conscience de la part, généralement, des décideurs dans la manière dont cette crise a été gérée, dans les interactions que j'ai pu avoir avec eux, parfois de la nature systémique du problème. Et que quand on cherche à régler un problème systémique par des solutions unique, parfois on déplace les problèmes et on en crée d'autres, et que donc il faut toujours avoir à l'esprit non seulement les conséquences directes de l'action qu'on cherche à entreprendre, mais aussi les conséquences indirectes. Et il y a des tas d'exemples qu'on peut reprendre durant la crise où il y a eu des conséquences indirectes avérées qui parfois viennent diminuer l'effet de la mesure qu'on cherchait à mettre au premier chef, ou parfois même aggravent les choses, avec des boucles qui ne sont pas toujours faciles à identifier. Ça, c'est la deuxième chose. Alors, un obstacle qu'on va retrouver comme ça à peu près tout le temps, c'est le manque d'un socle comme ça, je vais appeler ça un socle de connaissances communes, qui permettent une bonne discussion avec les personnes qui sont amenées à prendre les décisions. Et ce socle de connaissances communes, il porte sur, je vais retenir peut-être 4 ou 5 éléments qui me semblent vraiment importants, qui nous ont manqué. Le premier, c'est vraiment de qu'est-ce qu'une épidémie, comment et de la nature de ce phénomène et de la nature du risque que ça représente. C'est-à-dire que le risque épidémique est très particulier dans la mesure où c'est un risque qui est contagieux. Et dans l'ouvrage, je prends beaucoup l'analogie avec le feu de forêt, parce que quand on a à gérer un feu de forêt, on comprend très bien qu'il ne faut pas attendre que le feu de forêt soit très très grand pour intervenir. C'est-à-dire que même quand il y a des tout petits feux, il faut intervenir très rapidement pour les éteindre, parce que sinon l'épidémie, ou le feu de forêt va prendre une ampleur considérable. Or, dans l'esprit
habituel de la manière dont on gère des risques, quand on gère des risques qui sont de nature non contagieuse, mais quand il y a des risques faibles, ou quand il y a un impact faible de quelque chose, un événement de type, ça peut être une inondation, la sécurité routière et autres, on prend des actions faibles. Et on vient proportionner l'action par rapport au risque qui est perçu à un moment donné. Et donc, or, dans un phénomène contagieux, on ne peut pas fonctionner comme ça. On est obligé parfois de prendre des actions qui semblent disproportionnées par rapport à la nature du risque pour éviter que ce phénomène de contagion et d'amplification. Et comme ça se déroule de façon exponentielle, on est très, très rapidement pris de court par la vitesse que peut prendre l'épidémie. Ça, c'est vraiment un premier élément. Le deuxième élément, alors c'est un petit peu plus technique, mais c'est quand même important, c'est quelque chose qui est bien connu de la part des scientifiques, des gens qui travaillent en santé publique, c'est la différence qu'il y a entre ce que j'appelle les observables, c'est-à-dire les instruments qui nous permettent de mesurer l'épidémie, et la réalité. Les observables, dans un tout premier temps, ce sont uniquement les personnes hospitalisées. Un cas, ce sont des personnes hospitalisées. Dans un deuxième temps, les tests se déploient. Un cas, ce n'est plus que les personnes hospitalisées. Un cas, ça peut être quelqu'un qui est infecté. Dans un troisième temps, un cas, ça peut être quelqu'un qui a été au contact d'une personne infectée. Or, tous ces chiffres, en fait, sont présentés sous le même graphique et sont parfois interprétés par des personnes qui ne font pas cette différence de la même manière, ce qui amène à énormément de malentendus sur les moments où il y a reprise épidémique ou pas. Et toutes les polémiques qui ont eu à l'été 2020, en fait, étaient principalement liées au fait qu'il y avait effectivement une augmentation, mais qui n'avait rien de dramatique, mais avec beaucoup de mauvaise compréhension sur quelle était l'importance de cette augmentation, parce que les observables avaient changé. Un autre élément, c'est voilà, je dirais des connaissances de base parfois dans la différence entre ce que peut être un échantillonnage et une population. Enfin, j'ai eu parfois des conversations parfois assez étonnantes. Et je dirais de façon un petit peu plus large, et ça touche à la fois des personnes qui sont liées dans les systèmes de décision, mais aussi journalistes et grand public, une sorte de perte de culture historique de ce qu'est une épidémie, de ce qu'est un phénomène de contagion, dans la mesure où, dans nos sociétés, les maladies non transmissibles sont venues remplacer les maladies transmissibles et infectieuses dans les grands facteurs qui ont une grande morbidité, une grande mortalité. C'est-à-dire que les causes de mortalité non naturelles, maintenant, c'est essentiellement voilà, les diabètes, cancers, maladies cardiovasculaires, donc des maladies qui ne sont pas contagieuses. Et on a perdu cette culture-là, alors que c'est une culture que nos grands-parents avaient beaucoup plus, cette notion qu'on pouvait décéder d'une mauvaise bronchite, enfin, toute une série de maladies infectieuses qui étaient présentes et dont on a oublié l'importance et le potentiel en termes d'impact. Donc ça, je dirais, ce sont un certain nombre d'obstacles comme ça qui sont venus se mettre dans cette relation entre experts et système de décision. La deuxième question que j'ai envie d'aborder, après celle de quelle expertise et des obstacles, c'est celle de quel modèle de décision. Donc on a été, et on est encore aujourd'hui, dans un modèle de décision qui, d'un côté, il y a en fait des groupes d'experts qui sont assemblés, choisis par le pouvoir politique, qui vont se réunir, faire un certain nombre de recommandations, et puis au monde politique qui va lui-même, sur base de ces recommandations, prendre un certain nombre de décisions. Et puis ces décisions vont elles-mêmes être communiquées à la population par l'intermédiaire des médias. Et donc on a une relation finalement assez horizontale entre experts et pouvoir politique, et puis on diffuse vers la population. Et ça, c'est un modèle qui, encore une fois, à court terme fonctionne, est assez efficace lorsqu'il s'agit de prendre des mesures d'urgence, mais encore une fois, lorsqu'on rentre dans la durée, ça devient beaucoup plus compliqué parce que les récepteurs de cette communication ont, et à juste titre, le sentiment qu'ils sont complètement privés de tout pouvoir de parole, d'expression, de contribution à ces décisions. Et donc, je pense que là, il y a une vraie réflexion à mener sur la manière dont on peut basculer d'un modèle comme celui-là à un modèle plus triangulaire,
dans lequel on a trois pôles, à la fois le pôle de pouvoir politique, qui a sa propre légitimité, qui est la légitimité démocratique, le pôle de l'expertise, des savoirs, et le pôle du citoyen. Et si on le voit dans une relation triangulaire, c'est pas pour rien, c'est parce que à la fois on peut, en stimulant les liens entre expertise et savoir et citoyen, améliorer la compréhension que chacun peut avoir de la situation, en stimulant les relations entre citoyens et pouvoir politique au travers de processus participatifs, mais à la fois bénéficier de savoir que les personnes ont et à la fois faciliter la communication du pouvoir politique vers les citoyens et donc aussi couper cette sensation que les personnes n'ont pas vraiment leur mot à dire sur la façon dont les choses sont gérées. Et puis le troisième axe, c'est celui qui était préexistant entre politique et expertise. Celui-là, il existe. Et je dirais que celui-là, c'est un axe qui, dans mon expérience, fonctionne bien quand les uns et les autres restent dans leur rôle. C'est-à-dire quand les experts ne se mettent pas tout d'un coup à déborder de leur champ pour tout d'un coup dire ce qu'il faudrait faire en débordant dans le champ politique, et à l'inverse, quand les politiques ne commencent pas à prétendre dire que voilà, qu'il n'y a pas d'études sur ce qui se passe dans tel et tel lieu, et ils commencent à faire des affirmations qui, enfin moi j'en ai vu parfois, qui ne tenaient absolument pas la route, parce que c'était eux qui sortaient complètement de leur champ. Quand l'un et l'autre se respectent bien, la relation est assez saine et fonctionne relativement bien, mais reste toujours ce problème que le citoyen, donc qui vont recevoir les décisions, en est complètement coupé, et que ça pose des problèmes dans la durée. Donc ça, c'est vraiment cette réflexion sur le modèle de décision. Et couplé à ce modèle de décision, c'est comment s'organise, se structure et se fait la communication. Et là aussi, il y a énormément de choses à dire. Donc, au-delà bon, je reviens un petit peu dans le bouquin sur toute une série d'anecdotes qui ont trait à la communication, qui peuvent parfois faire sourire. On se rappelle du kayak, il y a toutes sortes d'épisodes comme ça, les plus rocambolesques les uns que les autres. Mais une des raisons pour lesquelles moi je me suis autant impliqué dans la communication dans les médias, c'est le fait que je suis absolument convaincu que quand on attend quelque chose de la part des gens qui ont fait des recommandations, si on n'investit pas suffisamment de temps dans l'explication du pourquoi, et que les gens ne comprennent pas pourquoi ils doivent faire des choses, quelle est la logique qui a amené à certaines décisions, c'est inimaginable d'attendre de leur part qu'ils y souscrivent. Et ça, alors ça n'a rien de nouveau, ça n'a rien de spécifique à l'épidémie de Covid, c'est quelque chose qu'on sait dans le champ de la santé publique depuis très longtemps. Toutes les politiques sanitaires se heurtent toujours à ce même problème de la compréhension des phénomènes de transmission, de la compréhension des mesures, de la compréhension des recommandations. Mais tout d'un coup, ici, ça prend évidemment des proportions énormes quand cette communication n'est pas suffisamment bien faite. Et alors, l'instrument principal de communication pendant cette crise, en fait, a été, en gros, c'était quoi? Il y avait le grand barnum du Conseil national de sécurité. Tout d'un coup, voilà, c'était l'instrument principal. Le gouvernement communique les mesures. Puis, les médias et les experts font le service après-vente, quoi. C'est-à-dire que se retrouvent sur les plateaux à essayer d'expliquer tout ça, mais dans un rôle extrêmement difficile, parce qu'en fait, les mesures qui sont décidées, en fait, les experts qui sont sur les plateaux, ils ne savent pas comment elles ont été décidées, parfois. Ils ne connaissent pas toujours les tenants et aboutissants. Qu'est-ce qui a motivé les mesures? Or, ce sont des mesures qui font toujours l'objet, en fait, de différentes motivations, des motivations à la fois épidémiologiques, mais aussi des motivations d'impact social, économique, des choses comme ça. Je vais prendre un exemple. C'est un exemple qui, moi, m'avait terriblement frappé. À un certain moment de l'épidémie, je pense que c'était en août de l'année dernière, à Bruxelles, il était obligatoire de porter le masque en extérieur, mais on pouvait aller dans un café, un restaurant, où on pouvait boire un verre sans masque. Et donc, en toute logique, si on voulait enlever son masque, on rentrait dans un café. Ce qui, d'un point de vue strictement épidémiologique, n'a aucun sens, puisque c'est précisément le fait d'être dans un endroit fermé longtemps sans masque, et surtout s'il y a du monde, qui va favoriser la transmission, alors qu'à l'extérieur, le risque de transmission est très faible. Donc expliquer comme ça paraît aberrant, tout le monde rigole, on se dit oui, c'est du grand n'importe quoi, pourquoi on fait ça, etc. Sauf que ce qui motive la décision, ce n'est pas une motivation épidémiologique, c'est une motivation économique.
C'est-à-dire que le pouvoir politique, et là en l'occurrence c'était celui de la région bruxelloise, considère que l'impact économique de la fermeture des cafés et des restaurants est énorme pour la région. Et donc, on va utiliser toutes les autres mesures, même si on gagne un tout petit peu en termes de transmission, avant de sortir l'artillerie lourde qu'est la fermeture des cafés et des restaurants. Donc, c'est juste une question, en fait, à un moment, on fait passer un intérêt économique ici, et pas seulement économique. Je pense que tout le monde est très content que les cafés et les restaurants puissent être ouverts, donc c'est aussi un intérêt de bien-être pour la population. Avant, je dirais, l'intérêt strictement épidémiologique. Mais expliquer comme ça, forcément, on comprend la logique. Et si on comprend la logique sous-jacente, on se dit, ah oui, ok, je suis... Alors après ça, on peut s'opposer, mais c'est plus facile d'y souscrire si on comprend la logique sous-jacente. Et donc, là, au niveau de la communication, elle devient vraiment un instrument absolument essentiel de n'importe quelle mesure, parce que pour expliquer en quoi, dans une certaine mesure, à la fois des éléments épidémiologiques et des éléments économiques ou socio-économiques ont intervenu pour aboutir à une décision. Donc ça, c'est vraiment le point principal au niveau de la communication. Et alors, on a surtout, aux côtés de l'instrument CNS et puis qui est devenu Codeco des médias, je pense qu'il a manqué, je dirais, un troisième pôle qui est de toute la communication, je dirais, un peu plus proactive qu'on peut mener à côté de ça. Et alors, peut-être le dernier point sur lequel que je voudrais mettre en avant et soumettre à la discussion, c'est que dans cette communication elle-même, puisque, en fait, ce sont différents experts de différents domaines qui sont amenés à expliquer les choses, il devient évident que quand ils ont des opinions et des visions différentes sur l'efficacité de telle ou telle mesure, sur l'impact de tel ou tel instrument, sur n'importe quelle question, lorsque ces divergences de vues s'expriment dans les médias, et c'est leur droit le plus strict d'avoir des divergences de vues, donc il faut bien savoir qu'en matière autour de cette question, il y a certaines questions qui font l'objet d'un consensus très très large. Vous interrogerez 100 experts, vous aurez 99 fois la même réponse. Et puis, il y a d'autres questions, et c'est vrai qu'on navigue, je dirais, un peu à vue dans cette pandémie, puisqu'en fait, par définition, il y a un tas de choses qu'on ne connaît pas au départ. Il y a d'autres questions qui sont beaucoup plus, où les visions sont beaucoup plus spéculatives, fonctionnent plus par analogie, ou par prédiction sur base de raisonnement intuitif. Non, pas intuitif, pardon, de raisonnement déductif, c'est-à-dire on part d'un certain nombre d'observations, on dit, ben, s'il y a ça, ça et ça, eh bien alors. Donc, je prends un exemple de raisonnement déductif, c'est, et voilà, si on sait que la transmission est favorisée par le fait d'être à l'intérieur longtemps, sans masque, et en plus de parler, ben forcément, on peut déduire que rester 3 heures dans un restaurant bien rempli est très problématique du point de vue de la transmission, sans nécessairement avoir fait une étude épidémiologique dans les restaurants pour montrer qu'effectivement c'est le cas. Donc on peut faire des prédictions sur base d'un certain nombre d'autres connaissances par des raisonnements déductifs. Mais ces raisonnements ne vont pas être les mêmes pour tous les experts, et donc il y a des questions sur lesquelles vous allez avoir des divergences de vues. Et lorsque ces divergences de vues, ben, je dirais, s'affrontent par médias interposés, ben, ça perd tout le monde. Ça perd tout le monde, et donc les gens ne savent plus très bien à quoi s'en tenir. Et je pense que dans cette crise, on a manqué, je dirais, d'une espèce de débat permanent entre scientifiques qui puisse se tenir à l'abri des médias, c'est-à-dire un lieu où de façon répétée et périodique, des experts qui soient associés à la décision ou pas, aient la possibilité de débattre, de connaître les arguments des uns et des autres, parfois pour ceux qui sont externes à la décision, de savoir qu'est-ce qui a amené à certaines décisions et qu'ils ne savaient pas. Parfois, et à l'inverse, pour ceux qui sont associés à la décision, d'être parfois un peu challengés par des experts qui sont à l'externe sur ce qui a pu motiver ou ce qui peut motiver leur décision, de manière à ce qu'après que cette discussion ait eu lieu, dans les médias, okay, on puisse encore y avoir des divergences de vues, mais qui au moins ne soient pas liées à des mauvaises compréhensions entre les uns et les autres par manque de débat qu'ils aient pu avoir entre eux. Voilà, et ça, je pense vraiment, c'est un élément assez important sur lequel il n'est jamais trop tard pour bien faire. On peut encore construire ce genre de choses. La crise n'est malheureusement pas finie.
Et en fait, la crise se complexifie de plus en plus. On voit bien les 3 jours pour comprendre ce qui se passe pour le moment. J'avais plus le temps depuis des semaines de plonger dans les chiffres, etc. Je l'ai fait. Maintenant, je vois un petit peu mieux qu'est-ce qui se produit. Mais tout se complexifie aussi et le climat devient de plus en plus tendu autour de la politique sanitaire. Et donc, toutes les questions qu'on vient d'aborder sont effectivement de plus en plus importantes parce que sans ça, elles amènent vraiment à une division sociale de plus en plus forte. Voilà, je vais m'arrêter là, peut-être, au niveau de l'exposé, pour pouvoir laisser bien du temps aux questions, parce que je pense que c'est là qu'il y a un certain nombre de choses aussi intéressantes qui peuvent être abordées. Un grand merci. Je laisse ma place à David Paterno. Voilà, ben merci pour l'invitation, merci aussi pour l'exposé. Donc j'avais dit, quand Sarah m'avait invité que je prenais beaucoup de risques en venant ici, et pas spécialement des risques sanitaires ou par rapport au télétravail, mais à la fois d'une part, parce que j'acceptais de discuter mon vice-recteur, donc ça peut toujours être compliqué. Et ici, je tiens à préciser tout de suite que je ne suis pas ici avec ma casquette de vice-recteur, que les choses soient bien claires. Non, mais je dis ça comme en boutade pour commencer, et aussi parce que voilà, je vais parler sur un sujet qui est tout à fait loin de mes domaines de compétences. Donc voilà, je vais essayer de l'aborder avec ce que je peux faire comme sociologue politique et avec mes outils. Et donc, je rejoins beaucoup de choses qui étaient dites. Et alors, c'était d'autant plus risqué de venir ici qu'en lisant le livre, parce que j'ai fait mes devoirs avant de venir ici, mes questions fondaient au fur et à mesure que je lisais le livre. Donc, à la fois, j'étais content de voir que certaines critiques et certaines objections qui ont été formulées étaient reprises dans le livre, peut-être depuis le début ou au cours de la pandémie, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y avait une base de dialogue et un certain nombre de choses qui étaient partagées. Et je pensais en partie revenir sur... ce qu'avec d'autres, on peut dire, durant la première partie de la pandémie, donc d'une part la carte blanche qu'on avait faite au niveau du master genre avec notamment Charlotte en disant que cette crise était pas seulement une crise sanitaire mais aussi une crise de genre, ce qu'on a vu puisque tous les organismes, par exemple l'ONU Femmes, les organismes internationaux indiquent un recul au niveau des droits des femmes à cause de la pandémie, ou alors sur l'autre carte blanche que j'avais publiée été 2020, mais qui allait dans le même sens en se disant il est urgent de réfléchir à l'impact différencié des mesures, à la fois pour évidemment leur efficacité, mais aussi sur l'adhésion. Je pense après, en lisant, c'était dit dans d'autres mots dans le livre, donc je me dis je ne vais pas poser ces questions-là. Je pense que le mot genre n'apparaît pas, comme je n'avais pas le PDF, je n'ai pas pu chercher le mot spécifiquement, mais en même temps, il y a des phrases très claires sur cette nécessité de réfléchir à la fois sur les modèles implicites utilisés avant tout par les décideurs, et notamment il y a une phrase qui renvoie à d'autres critiques. Cette idée d'une bulle pensée comme une famille qui est une famille nucléaire classique, et de ne pas comprendre, par exemple, rien que le cas des familles recomposées implique nécessairement une circulation entre enfants, et vous n'avez peut-être pas envie de faire une bulle avec votre ex-conjoint ou conjointe, par exemple. Donc des choses comme ça très concrètes, mais qui pouvaient nuire à l'efficacité des mesures et surtout à l'adhésion, parce que les gens ne savaient plus de qui on parlait, certainement pas d'eux ou d'elles. Et pour l'anecdote, je me rappelle par exemple avoir été agacé un jour de voir Ivan Latem quasi dans son château. C'est pas un château, mais dans une grande maison avec un grand jardin. C'était très facile de prôner ces mesures-là quand on vit comme ça, alors que je connais des gens qui ont passé la pandémie dans 9 mètres carrés. Donc ça, c'est un aspect sur lequel j'avais envie de revenir, mais qui est présent dans le livre. Donc je le mentionne, mais ce n'est pas ce sur quoi je vais plus discuter. Et donc les 3 points sur lesquels je voulais revenir, et surtout les 2 derniers, c'est le premier élément, et ça a été présenté maintenant dans l'exposé. Ce qui était frappant, c'était le manque d'expertise, de diversité d'expertise dans la pandémie. Donc là, ça m'intéresse aussi de savoir un petit peu d'où ça vient. J'ai l'impression que c'est aussi une décision du politique, de ce que j'ai compris, de ne pas ouvrir plus. Et je pense que c'est dommage. Et un mot qui n'est pas dans le livre, mais qui est présent, je pense, avec une pas dit comme tel, c'est l'interdisciplinarité ou la transdisciplinarité, comme dans le titre, qui n'est pas simplement, je pense, de mettre autour de la table des gens de différentes disciplines, parce que ça, c'est un peu facile. Ce qui est plus compliqué, mais que la pandémie ne permettait pas, mais qui serait intéressant pour l'avenir, c'est d'engager un vrai dialogue. L'Observatoire, ils ont l'habitude d'essayer de faire ça, mais on l'a essayé dans d'autres domaines, c'est compliqué, notamment entre sciences humaines et sciences de la vie.
C'est pas simplement qu'on a des expertises différentes sur, par exemple, comment fonctionne une société, comment fonctionnent les individus pour les psychologues. C'est aussi qu'on ne parle pas nécessairement les mêmes langages, on n'a pas nécessairement les mêmes outils d'analyse, on n'a pas les mêmes modèles épistémologiques. Et ça, c'est un travail plus sur le long terme pour établir ce dialogue. Et les tentatives qu'on a, par exemple, essayé de faire à Strige en études de genre sont toujours très compliquées pour essayer d'amener ou de créer des ponts avec les gens de sciences de la vie. Et ça demande du temps et d'écoute. Donc voilà, ça c'était un premier point sur lequel j'étais intéressé d'en savoir un petit peu plus sur cette absence, qu'est-ce qu'il explique. Et bon, mon intuition me dit que c'est surtout au niveau du pouvoir politique qu'il y avait une incompréhension de ça. Donc qu'est-ce qu'on peut aussi faire pour expliquer au pouvoir politique que c'est quelque chose d'essentiel, surtout quand on le voit maintenant avec la manifestation de dimanche, avec des tensions qui sont en train de s'accroître. Ben, ça, c'est des problèmes qu'on va résoudre non pas avec un savoir biomédical, mais avec d'autres types de savoirs et d'autres types d'outils. Donc je pense que c'est d'autant plus nécessaire. Alors, les deux autres points sur lesquels j'avais envie de revenir, de nouveau, ça a été exposé largement aujourd'hui, donc de nouveau, ça m'enlève des points, mais c'est le rapport entre les experts et les politiques, et plutôt, j'ai envie de dire, un triangle entre la science, la politique et l'expertise, avec cette catégorie bizarre de l'expertise qui n'est pas de la science. Je dis toujours aux étudiants, si j'écris dans le journal, ce n'est pas un texte scientifique et ça ne doit pas être cité comme tel. C'est un document d'un autre ordre. Et on joue un autre rôle aussi que celui que l'on joue en tant que scientifique. Et dans ce triangle, il y avait plusieurs choses qui m'interpellaient depuis longtemps, parce que c'est la même chose aussi, je pense, pour Charlotte ou pour Sandrine ou pour Sarah. On est habitué à traiter avec les politiques, on est habitué dans les politiques d'égalité, les politiques de genre, etc., à se retrouver dans des forums comme ça. On a souvent, je pense, une instrumentalisation de la science à des fins politiques. On a une relation contradictoire, c'est-à-dire souvent on avait dans le discours politique, et on a encore une vision très positiviste qui nie les divergences entre scientifiques, qui sont normales, et donc je rejoins tout à fait la fin de l'exposé où on disait ben, c'est normal que tout le monde n'est pas d'accord, c'est normal qu'on a des analyses différentes, c'est comme ça que la science fonctionne. Et en même temps, c'est nié en disant ben, la science nous dit, on va faire ce que la science nous dit de faire. Et d'une part, ça donne une image qui est fausse de ce que c'est la science et comment ça fonctionne. Et d'autre part, de manière contradictoire, on a une instrumentalisation parce qu'en fait, on sait très bien, et l'exemple sur le masque en extérieur et pas dans les restaurants est un exemple, ce ne sont pas des raisonnements scientifiques qui viennent justifier ça, ce sont d'autres types de raisonnements, mais la science et les scientifiques servent parfois de paravent pour... c'est mon impression, je pense dans beaucoup de domaines, mais j'ai l'impression aussi dans la crise, servent de paravent pour justifier des décisions qui ont d'autres raisons, légitimes ou pas, ça c'est un autre débat, mais qui ne sont pas scientifiques. Il y a ça autre chose qui m'interpellait, c'est le poids et le rôle des chiffres. Pas qu'on n'ait pas besoin de statistiques, au contraire, on en a besoin, c'est essentiel. Et les États, depuis qu'ils existent, ont toujours cherché à produire des chiffres parce que c'est la seule manière de savoir comment fonctionne une population et aussi de pouvoir la contrôler, la diriger, l'organiser, etc. Mais en même temps, c'est quel est le rôle des chiffres. Et depuis très longtemps aussi, par exemple, je pense que le dicton flamand, selon lequel mesurer et savoir, est absurde, ou en tout cas est insuffisant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça. Et une chose qui m'a frappé parfois dans la crise, et même ça dans le livre, parfois, mais ça je pense que c'est des différences disciplinaires, de devoir essayer de trouver des chiffres pour pouvoir confirmer ce qu'on disait, et qui renvoie au modèle épistémologique différent dont je parlais avant, c'est parfois un manque de réflexion sur ce qu'on mesure, d'une part, et sur si corrélation implique nécessairement causalité. Alors parfois, pour pouvoir établir la causalité, par exemple pour retracer des mécanismes, il faut du temps que dans une situation d'urgence on n'a pas, donc ça c'est évident. Mais en même temps, surtout au niveau politique, j'ai l'impression beaucoup plus que chez les scientifiques, les politiques veulent des chiffres sur tous les sujets, mais sans réfléchir voilà, c'est pas parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui portent des chapeaux en Belgique que les Belges portent des chapeaux. C'est un peu plus compliqué que ça pour essayer de comprendre. Je donne un exemple absurde, mais qu'on a souvent dans ce genre de choses. Idem sur savoir ce qu'on mesure. Exemple très ancien, mais qui va intéresser, dans mon expérience, qui va intéresser l'Observatoire. Quand Loreton Collins, ministre de la Santé, donc ça remonte, se posait la question d'ouvrir le don de sang aux personnes homosexuelles. J'avais notamment été invité à un groupe de travail qui ne s'est réuni qu'une seule fois, où j'ai découvert les gens qui aujourd'hui sont les gens de Cinsano, donc de l'Institut de Santé Publique, et on était, moi et quelques autres, notamment des associations LGBT ou Florence Kemax de l'Université de Liège, dans une position minoritaire, en disant qu'il y avait un cas de discrimination. Mais en fait, on se rendait compte qu'on ne se comprenait pas. Les experts de l'Institut de Santé Publique nous faisaient des chiffres en nous disant que si on autorisait les homosexuels à donner leur sang, le risque de sang contaminé, le contagion par sang contaminé, allait augmenter de autant.
La seule chose qu'on a essayé de leur expliquer, c'est comment est-ce que vous calculez la proportion de personnes homosexuelles et qu'est-ce que vous calculez. En leur disant, en revenant avec des notions de base de sciences sociales, il y a les différences entre les identités et les pratiques. Exclure quelqu'un sur base de son identité, l'orientation sexuelle, là, il y a un cas de discrimination, et par ailleurs, ce n'est pas très utile en termes de santé publique, dans la mesure où ce qui est important, c'est les comportements. Et qu'il y a des tas d'hommes qui ont des comportements sexuels avec des hommes, mais ça c'est très connu dans la recherche SIDA, j'apprends rien aux gens qui viennent de ce champ-là, qui ne vont pas se définir comme homosexuels, qui vont échapper aux études où on les interroge sur vous dites-vous homosexuel, et qui pourtant ont des comportements à risque en termes de santé publique. Et donc ce genre de débat-là était impossible, et c'est là où je me disais, ben voilà, comment est-ce qu'on arrive à dépasser ces limites, à apprendre des expertises des uns et des autres, pour, par exemple, dans ce cas-ci, calculer un risque qui soit calculé de manière un peu plus fine et un peu plus proche de la réalité. Donc voilà, ça c'est sur les chiffres, je pense que c'était un élément important. Et alors, je terminerai sur ce point-là en disant que j'ai beaucoup aimé la manière de bousiller la catégorie de bon sens. Donc ça m'a fait vraiment plaisir, parce que s'il y a bien une catégorie qui ne veut rien dire et qui est problématique, d'autant plus qu'aujourd'hui elle est très reprise par l'extrême droite, c'est cette catégorie de bon sens qui renvoie à une catégorie éminemment individuelle et éminemment liée à ses propres expériences. Donc ça, je trouvais ça très agréable. Et alors, le dernier point, brièvement, sur lequel je voulais revenir, et ça c'est grâce au journal Le Soir et à l'histoire des consultants, c'est-à-dire il y a eu beaucoup de discussions sur le fédéralisme et sur disant le fédéralisme compliquerait tout. J'ai envie de dire oui et non. Enfin, j'en ai parlé avec d'autres collègues qui sont encore plus spécialisés de ce genre de questions que moi. Ça rend les choses plus compliquées. Il y a des études à faire sur comment est-ce que l'action publique a changé dans la crise Covid. Et par exemple, c'est fascinant de voir le Premier ministre mis sur un pied d'égalité avec les ministres présidents. Donc là, il y a une transformation et une complexification de comment est-ce qu'on prend des politiques publiques en Belgique. En même temps, j'ai l'impression que le principal problème par rapport à l'État, ce n'est pas le fédéralisme, et d'autres États fédéraux s'en sont assez bien sortis aussi. Donc, j'ai l'impression que le problème, et c'est là où je pense aux consultants, et qui m'a frappé un peu partout, mais particulièrement en Belgique, c'est un délitement de l'appareil d'État, qui est le fruit de politiques anciennes, de politiques, avant tout les politiques néolibérales, où on se rend compte, et ça m'a frappé, et j'aimerais bien avoir un retour aussi là-dessus. Bon, il y avait l'exemple des consultants, qui est une petite phrase dans le livre, mais sur lequel Le Soir s'est amusé à essayer de calculer. Mais donc, de se dire, est-ce que l'État a encore la capacité de faire face à des crises? Est-ce que l'État est capable de gérer des choses inattendues dans un temps extrêmement rapide? Et on l'a vu fatalement de manière générale par rapport aux soins de santé, mais on a vu l'épisode des masques, on a vu l'épisode des maisons de repos. Donc il y a un certain nombre d'exemples, en Belgique, mais pas qu'en Belgique, où on se demande si on a une nouvelle pandémie qui arrive demain, si on a la capacité publique pour pouvoir gérer et faire face rapidement à ce genre de crise. Voilà. Avec ça, je pense que j'ai assez parlé. Merci David. Merci. Alors, il y a beaucoup de choses. J'ai essayé de prendre des notes, je vais essayer de rien oublier. Non, mais c'est pas. Alors, peut-être sur la diversité d'expériences. En fait, c'est amusant parce que quand... je vais le tutoyer, comme ça c'est plus facile. Quand tu abordais la question du manque de diversité d'expertise, la première chose que j'avais notée pour ma réponse, c'était le poids des chiffres. Et puis j'ai vu que ce point revenait par ailleurs. Et c'est vrai que c'est très frappant, comme effectivement, on a des modèles épistémologiques qui sont différents, et dans lesquels la manière dont se construit le fait à un moment d'affirmer que quelque chose est, c'est-à-dire à un moment de définir une causalité ou de définir, est quand même très différente dans le champ des sciences humaines et le champ des sciences exactes. Dans les champs des sciences exactes, c'est pas envisageable ou même imaginable de le faire sans une statistique à l'appui. Alors que dans les sciences humaines, voilà, un corpus de savoir peut amener à ce qu'à un moment, une certaine affirmation fasse consensus et sera de la réalité. Et alors, c'est vrai qu'il y a, il y a des disciplines comme ça qui sont un petit peu entre les deux, comme la géographie, comme la sociologie, où on mixe comme ça des choses plus qualitatives, des choses plus quantitatives, et où en fait la complémentarité des deux fait sens. Mais c'est vrai que dans le chef d'un certain nombre de personnes, et surtout dans le domaine biomédical, ils ne sont pas du tout familiarisés avec cette logique et cette culture du non-chiffre, entre guillemets, et ça amène parfois à des véritables dialogues de sourds, même quand on cherche à mettre des personnes de différentes disciplines autour de la table. Moi, je me suis déjà retrouvé comme ça dans des projets justement de recherche où, voilà, moi-même étant assez sensibilisé à ça, ça fonctionnait, mais d'autres étaient vraiment particulièrement
choqués par des affirmations de certains sociologues qui disaient oui, ben en fait, là, vous ne faites que refléter votre propre biais de perception. Qu'est-ce qui vous prouve que ce que vous estimez là est vraiment réel à l'échelle de la population? Moi, j'ai besoin de chiffres pour le voir, etc., etc. Donc, on arrive assez facilement dans des dialogues de sourds, dans ce genre de discussion. Mais c'est pas parce que c'est pas facile qu'il faut pas le faire. Ça, c'est ma position. Parce que, effectivement, forcément, on part des approches plus qualitatives, d'exploration de cas, de discussion, des choses comme ça, qu'on arrive à venir comprendre des causalités qui sont derrière les chiffres. Et donc, pour moi, opposer l'un à l'autre n'a absolument aucun sens. Je me rappelle, par exemple, de Renaud Mas, comme ça, avait fait un petit article je pense il y a un mois, sur l'hésitation vaccinale sur base de l'interview d'une vingtaine de personnes. Il était fort critiqué pour ça. Moi, j'ai plus appris dans son interview que dans tous les chiffres de Censano sur qu'est-ce qui pouvait motiver l'hésitation vaccinale dans les quartiers les plus précarisés de Bruxelles. Donc voilà, et ça, c'est vraiment très important. Mais effectivement, au niveau de la décision, on est plutôt, et ça, moi, je l'ai constaté, c'est très curieux, les personnes qui sont ministres ou parlementaires, souvent, je dirais en majorité, ont plutôt une formation dans le domaine de sciences humaines, qui est rattachée aux sciences humaines, sciences politiques. Alors parfois, ils viennent de différents, parfois il y en a certains qui ont des formations médicales, mais c'est plutôt l'exception que la règle. Et donc, ils ont la sensation que, en fait, ce domaine-là, ils maîtrisent. Et donc, ils ont vraiment, et c'est très, très souvent, on dit, voilà, mais, donc, ils acceptent très, très facilement de déléguer l'expertise quand on est dans le champ biomédical, mais beaucoup moins quand on est dans un champ qui se rapproche un tout petit peu de ce que c'est les sciences politiques, qui est vu comme étant une des branches des sciences humaines. Et il y a un vrai obstacle là, je pense pour eux, une forme par rapport à un lâcher prise, par rapport à dire, ah ben au fond, tiens, peut-être que je ne sais pas tout, peut-être qu'il y a en fait un certain nombre de choses où je pourrais apprendre. Donc ça, c'est un obstacle que j'ai ressenti. Maintenant, il faudrait interroger des familles politiques pour voir si c'est réel, mais c'était la sensation que j'ai eue. Alors, la question en sciences, expertise et instrumentalisation, oui, inévitablement, mais je n'ai pas l'impression que ce soit propre à cette crise. Non, c'est-à-dire qu'en fait, chacun va puiser des arguments là où il peut, quoi. Et donc, dès le moment où on a un savoir scientifique qui n'est pas l'objet d'un très large consensus, chaque intervenant, selon la position qu'il va chercher à défendre, va aller chercher le scientifique qui représente l'élément qui va dans le sens de ce qu'il veut défendre, ou chez un autre, et ça n'a rien de nouveau. Et donc là, je dirais que oui, évidemment, cette instrumentalisation se fait, mais là, je dirais que c'est notre rôle de scientifique de réagir, parfois, voilà, ou si on a le sentiment qu'un politique sort de son domaine et tient des affirmations qui ne sont pas étayées ou qui ne tiennent pas la route, ben c'est notre rôle de le dire et de résister à ça et d'essayer de faire valoir ça. Mais ça, c'est le débat public et je pense que les scientifiques doivent participer au débat public aussi. Ils ont une légitimité pour le faire, pour autant qu'ils le fassent avec la légitimité qui est la leur, qu'ils ne débordent pas de leur rôle. Alors, c'est très intéressant, toute cette question donc, sur l'exemple par rapport au don de sang, hein, parce que j'ai l'impression qu'on est vraiment, dans tout le débat sur les vaccinés et les non-vaccinés, en fait, on est exactement sur la même chose. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas, au fond, qu'est-ce que font les vaccinés et qu'est-ce que font les non-vaccinés dans leur comportement. Et c'est très actuel parce que j'ai communiqué là-dessus il y a une heure. En fait, donc, il y a une enquête qui est menée par... donc, il y a l'équipe de Neil Hens à l'université d'Asselt qui participe à un grand consortium européen où ils font des enquêtes à intervalles réguliers sur les pratiques et les contacts. Donc, ce sont des enquêtes quantitatives pour alimenter leur modèle mathématique. Mais parmi ça, ils quantifient chez les personnes, en fait, le nombre de contacts type infectieux qu'ils peuvent avoir par semaine. Qu'est-ce que cette enquête révèle? Elle révèle qu'en fait, les personnes vaccinées ont en moyenne à peu près, alors je n'ai pas les chiffres exacts, mais l'ordre de grandeur c'est celui-là, ont à peu près 2 fois plus de contacts de type infectieux que les non-vaccinés.
Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui amène à ce chiffre. Est-ce que c'est le résultat du CST? Est-ce que c'est le fait que les non-vaccinés, se sachant non-vaccinés, font plus attention, ont des pratiques sociales qui sont différentes? Mais le résultat est là. Mais ça a un résultat qui a une conséquence très importante parce que si l'efficacité vaccinale chute et passe sous 50%, ça veut dire que les vaccinés vont se mettre à transmettre plus que les non-vaccinés. Et donc, quand on ignore les différentiels de comportement, on peut prendre des décisions et quand on voit les choses uniquement sous le tunnel de qu'est-ce que c'est qu'un vacciné et un non-vacciné du point de vue biologique, et pas en tant qu'être social qui peut adapter son comportement par rapport à cela, ben, on peut passer à côté d'un certain nombre de choses et on peut se tromper en termes de communication aussi. Et ça amène à une polarisation des débats qui est absolument délétère pour le moment et qui, je trouve, devient vraiment dangereuse dans l'éclatement qu'elle induit. Donc là, je suis absolument convaincu de cette nécessité de multidisciplinarité et d'interdisciplinarité. Pour vraiment que cette complémentarité entre les disciplines joue le plus possible, mais c'est notre responsabilité de scientifiques de différentes disciplines de le faire. C'est pas facile, mais il faut le faire. Parce que voilà, je ne vois pas tellement d'autres solutions. Sur la question des consultants, oui, effectivement. Donc, bon, moi, je l'ai mentionné parce que je pense que c'est dans le livre, de toute façon, et je pense que c'est important de le mentionner. Même si je ne m'étale pas là-dessus parce que je ne voulais pas en faire une polémique, mais c'est important qu'on sache qu'effectivement, que l'État fait appel à des consultants de façon assez régulière, non seulement au niveau du GAZE, mais dans des tas de cabinets, dès le moment où, quand il y a comme ça des besoins très 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 rapides, ça n'a rien de nouveau non plus. Hein. Donc en fait, c'est une pratique qui s'est développée au cours des dernières décennies, de plus en plus fréquent. Voilà, McKinsey a été très très fortement associé à la réforme de l'enseignement. On le sait, donc il y a comme ça de plus en plus des cabinets de consultants qui sont amenés à intervenir dans des décisions publiques. Et je rejoins plutôt le constat que c'est en lien avec une forme de délitement de l'appareil de l'État. Et sur la question de la santé publique, très clairement, le SPF Santé publique est un service public fédéraux qui était très fortement dépeuplé sur les dernières années. Et donc, quand une crise comme celle-là leur tombe dessus, ils ne sont pas en capacité de gérer et ils ne sont pas en capacité non plus de recruter tout d'un coup 15, 20 personnes pour pouvoir les aider parce que, et c'est logique d'une certaine manière, le recrutement de personnel dans l'administration publique est soumis à un certain nombre de règles qui font que c'est compliqué de recruter des gens au pied levé. Et donc, forcément, on fait venir des consultants au pied levé pour aider parce qu'eux peuvent être, on les appelle le matin, ils sont là l'après-midi et il y a des gens qui se mettent à bosser. Et effectivement, ça apparaît comme une solution qui est dans l'urgence se justifie, mais dès le moment où on sort de l'urgence, on peut sans doute penser à autre chose et penser plus, de façon plus structurelle et plus à long terme. Donc là, je rejoins un peu tout à fait cette préoccupation. Et ce n'est pas une question de compétence. Ce n'est pas que les consultants soient plus compétents que les personnes qui travaillent dans l'administration. C'est une question de la manière dont c'est perçu. Mais c'est vrai je pense qu'on il y a comme ça eu des années de vision dans laquelle on considère que l'État est moins efficace et que donc il faut diminuer les ressources humaines dans un certain nombre de domaines. Voilà, je pense avoir, je ne sais pas s'il y a un point ou autre sur lequel revenir, mais en tous les cas, c'est les quelques commentaires que ça m'inspirait. Voilà. Merci. Je les souhaite. Je redonne la parole. Désolée des chaises musicales. Merci. Alors, je ne vais pas intervenir très longtemps parce que l'idée, c'est voilà, aussi un peu d'avoir vos questions ici dans la salle et puis potentiellement pour les personnes qui sont à distance. Comme j'ai déjà dit, n'hésitez pas à envoyer vos questions par le chat. Ma collègue, la Sarah, suit la conversation et pourra les transmettre ensuite à Marie Gilbert. Alors, donc, ce que j'ai trouvé très intéressant à vous lire sur ce livre, vous entendre également, mais voilà, à vous lire,
on a des éléments plus détaillés, j'ai vraiment l'impression de voir l'action publique en train de se faire. Et ça, c'est assez fascinant, et c'est vrai, c'est un peu la boîte noire comme ça qui s'ouvre. Probablement, on a une appréhension en partie fantasmée des hommes et des femmes politiques et de comment ils fonctionnent. Et là, on voit vraiment cette construction politique de santé publique. Alors, dans l'urgence qui a été la nôtre, une urgence quand même qui devient relativement durable, une situation d'exception qui se prolonge, vu que voilà, on sera bientôt à 2 ans quand même du premier confinement, enfin à quelques mois près. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, mais vous l'avez déjà abordé tous les deux, donc je vais aller assez vite là-dessus. Moi, ce qui m'a vraiment intéressé, notamment dans votre chapitre « La science ballottée », c'était de voir justement cette distinction entre une décision politique et des arguments scientifiques. Sauf que ça a été très confus. En tous les cas dans la communication, telle que les mesures nous ont été communiquées, avec très souvent des décisions politiques qui se targuaient d'être légitimées par la science, avec un grand S, qui serait en plus une science uniforme, unanime, ça vous l'avez déjà dit, et principalement biomédicale ou bioépidémio, avec l'épidémio qui avait quand même une forte place dans cette gestion. Et puis, vous le dites, c'est une phrase qui m'a surprise, page 60, « Les experts comblent en réalité un vide politique ». Et ça, voilà, j'avais envie de vous entendre un petit peu là-dessus. Dans quelle mesure, voilà, les politiques étant un petit peu démunis face à cette émergence, comme le disait David, ont instrumentalisé d'une certaine manière, ou en tous les cas, tout en s'appuyant sur un éclairage effectivement d'expertise scientifique, finalement certaines décisions, vous l'avez dit, étaient proprement politiques, puisqu'il y avait des considérations qui allaient bien au-delà de la science. Et vous avez donné l'exemple du restaurant, mais enfin il y en avait plein d'autres, comme la messe de l'église, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec les concerts étaient interdits, et toute personne qui allait faire un concert dans l'église qui s'est fait arrêter. Enfin, voilà, on a une quantité, effectivement, d'exemples quand même d'incohérences ensuite très concrètes. Alors, ça a entraîné une méfiance, on en a parlé vis-à-vis du gouvernement, ce dont on n'a pas parlé, moi je trouve, j'ai l'impression, je voulais avoir votre avis, méfiance aussi par rapport aux scientifiques. Il y a aussi quelque chose qui est en train de se jouer par rapport à nous, nos métiers, on va dire, pas tant que métier, mais voilà, comment les savoirs scientifiques se discutent, sont pris en compte ou pas, sont acceptés ou pas. Et là, je crois qu'il y a quelque chose, finalement, cette confusion a un peu fait pâtir les deux. Enfin, autant la confiance dans le gouvernement et la capacité de l'État à réagir, mais aussi la confiance par rapport au savoir scientifique. Et alors, bon, David est un peu revenu, quelque chose, j'avoue, j'ai été étonnée dans votre livre, vous parlez beaucoup d'experts, mais vous ne parlez pas de chercheurs, en fait. Alors qu'effectivement, on sait que ça peut être les mêmes, qu'on peut intervenir dans différentes arènes, mais pour moi, c'est peut-être une des clés quand même, c'est pas la même perspective ni le même objectif, c'est pas la même temporalité, j'en parlais au début, on peut peut-être y revenir, on sait le rythme lent de la recherche, on vous le reproche suffisamment, mais bon, ce temps est souvent nécessaire justement pour accumuler certaines connaissances, peut-être plus effectivement avec des méthodologies qualitatives que quantitatives, mais enfin, et encore, ça peut peut-être se discuter, mais surtout une différence de finalité, où l'expertise, effectivement, veut déboucher sur des recommandations. Alors, il peut y avoir aussi une recherche qui débouche sur des recommandations, on est d'accord, mais les finalités ne me semblaient pas tout à fait les mêmes. Et donc, c'est vrai que cette question-là est difficile. Comment s'assurer qu'une décision soit comprise, intégrée par les citoyens, acceptée? Ça, vous l'avez dit, il faut qu'ils sachent les tenants, les aboutissants, enfin qu'on leur donne les clés, en fait, pour comprendre pourquoi une décision est prise. Et moi, j'ai été étonnée d'une gestion où, globalement, je trouve qu'on a fait assez peu confiance, en fait, aux citoyens et aux citoyennes. On a fait assez peu appel à leur responsabilité. C'était une des leçons, si on veut faire le lien avec l'épidémie de VIH, c'était l'importance de s'appuyer sur, de faire confiance, d'expliquer,
en faisant confiance à la responsabilité de chacun et de chacune, et non pas en criminalisant et en culpabilisant en plus les personnes qui contreviennent aux règles. Là, à mon avis, il y a aussi une des clés aujourd'hui du décrochage d'une partie de la population. Et donc, dans cette relation triangulaire, il y a aussi, oui, l'expertise, mais si on revient donc sur cette notion d'expertise, l'épidémie de sida a aussi montré l'importance de faire participer les citoyens. C'est toute la construction de ce qu'on a appelé la démocratie sanitaire, c'est-à-dire pour qu'une politique de santé publique soit efficace, comprise, etc. par les citoyens, eh bien, ils doivent eux-mêmes participer aux décisions qui les concernent. Et donc, il faut aussi prendre en compte une expertise, alors qui peut être appelée expertise citoyenne, expertise profane, ça qu'on utilise pour différencier particulièrement l'expertise médicale, ou l'expertise expérientielle aussi des patients eux-mêmes. Bon, alors, malheureusement, en tous les cas, dans la première vague, vu la mortalité, c'était peut-être difficile. Mais par exemple, sur ces cas de Covid long, j'en discutais avec une infectiologue, et en fait, on a retrouvé un petit peu l'expérience du VIH. C'est-à-dire que là, le savoir est venu des patients. C'est les patients qui nous ont alertés. C'est les patients qui ont collectivisé leur savoir en disant « mais moi j'ai tel effet secondaire, tel ». Et c'est eux qui ont commencé à alerter sur cette possibilité de Covid long. Et donc finalement, parce qu'il y a le citoyen, il y a le politique, mais aussi tout le maillage, tous les acteurs de prévention, de promotion de la santé, la lutte des usagers des soins de santé, enfin, tous ceux qui représentent non seulement les patients, mais aussi, on pourrait dire, ce professionnel intermédiaire, j'aime pas trop le terme, mais juste comme on était dans cette idée de triangulation, finalement, on n'a pas fait appel à eux, alors qu'en plus, ils ont tendu la main. Enfin, pour bien connaître le secteur sida, pour dire vite, secteur sida, depuis 2018, on avait un dépistage démédicalisé, autorisé par arrêté royal, pour le VIH. Et donc, il y avait déjà des bus, il y avait déjà des actions pour vraiment aller vers les populations les plus vulnérables, les populations en rue, les populations sans papier, travailleurs, travailleuses du sexe, etc. Le secteur a proposé de dire, on peut peut-être joindre ce dépistage du VIH avec un dépistage Covid. Ah non, 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 non. Il y a eu comme une... Alors, je ne pense pas que ce soit une volonté, mais enfin, en tous les cas, dans les faits, une centralisation aussi politique qui m'a semblé très important et que je ne m'explique pas totalement. Comme sur la non-inclusion des médecins généralistes dans la vaccination, ça peut être une autre question. Pourquoi ça peut se défendre, mais enfin, voilà, il y a eu des décisions qui ont semblé très, du coup, comment on dit, top-down. Hein, et pas, on part des citoyens, on part des savoirs existants, on part en plus des associations existantes, des mouvements, pour ensuite faire remonter. Voilà, je ne veux pas prendre trop de temps pour laisser de la place aux questions, enfin, aux autres. Et voilà, j'avais envie de vous entendre un peu là-dessus. Je réponds d'abord ou bien on attend d'autres? Comme vous voulez. Je vais essayer d'être... il y a un certain nombre de choses sur lesquelles je peux déjà répondre, parce que peut-être que ça permettra au passage de répondre à certaines autres questions. Sur la méfiance par rapport aux scientifiques, moi je vois, il y a deux éléments sur lesquels je vais insister. Le premier, c'est qu'effectivement, pour moi, il est fortement lié à ce dont on parlait tout à l'heure, qui est le fait qu'on ait à la fois des scientifiques qui expriment des visions différentes sur des questions qui ne font pas l'objet d'un large consensus. Le fait que certains scientifiques, ça c'est quand même, ça n'est rien de spécifique au Covid, on l'a déjà vécu par rapport au climato-scepticisme, mais qui représentent une vue très 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 minoritaire dans la communauté scientifique, s'expriment fort, et les médias tombent un peu dans le piège d'une représentation équilibrée du pour et du contre. Et ça alimente effectivement une forme de défiance dans l'expertise, dans la science, parce que du coup, on a l'impression qu'il y a vraiment des gens qui ont des positions très, très, très différentes, alors même que si on interroge pas des scientifiques, la question fait un assez large consensus. Ça, c'est un piège dans lequel on est tombé quand même quelques fois. Je pense que
médias ils font attention, mais c'est vrai qu'à l'inverse, quand des personnes, c'est pas facile, parce que quand des personnes, même si elles sont isolées scientifiquement, s'expriment non entendues, après ça, elles peuvent tout d'un coup rentrer dans d'autres champs de communication, et alors là, la communication se coupe, enfin, et on part vers des choses qui sont pas évidentes. La deuxième chose, c'est que je pense que la méfiance vis-à-vis de la science, en fait, est une méfiance qui s'exprime surtout et beaucoup vis-à-vis de la technologie, et que souvent il y a une confusion entre les deux. C'est-à-dire que je connais assez peu de gens qui diraient, voilà, moi je suis contre le fait de savoir que dans une cellule, il y a un noyau, dans un noyau, il y a de l'ADN, qu'il y a des ARN, que les virus, qu'il y a des virus à ARN, qu'il y a des ARN messagers, des choses comme ça. Personne ne conteste le bien fondé de savoir ça. Or, la connaissance, la science qui a amené à savoir ça, c'est ça la science. Là où il y a des oppositions qui se forment, c'est sur l'objet technologique vaccin, et qui est en fait une application technologique qui se base sur des savoirs scientifiques pour construire un produit. Et du coup, aussi, toute la méfiance qui se construit là-dessus, c'est dès le moment où ça devient un produit, c'est tiens, quelles sont les logiques commerciales qui sont derrière ce produit. Et donc, lorsqu'on creuse un petit peu la méfiance vis-à-vis de la science, et ça de nouveau, ce n'est pas spécifique au vaccin, très souvent derrière, ça part d'une méfiance vis-à-vis de la technologie. C'est le même type de méfiance qu'on peut avoir vis-à-vis de la 5G, vis-à-vis des OGM, vis-à-vis d'un certain nombre d'objets technologiques qui s'appuient sur des connaissances scientifiques, parce que, et c'est une réalité, le XXe siècle a été quand même un siècle où on a eu un impact majeur sur notre environnement par le développement technologique et par tout l'impact que ce développement technologique peut avoir sur l'environnement. On peut penser aux pesticides, on peut penser à des tas de choses qui sont des objets technologiques qui offrent un certain nombre de services, mais qui ont des impacts négatifs par ailleurs. Et donc, forcément, ça alimente une méfiance. Donc, il faut bien distinguer, je pense, quand on parle de méfiance par rapport à la science, est-ce que c'est d'abord se poser la question, est-ce que c'est une méfiance par rapport à la science elle-même, ou au processus scientifique, ou au savoir, ou est-ce que c'est une méfiance par rapport à un objet technologique qui nous a, et a fortiori commercial. La différence entre chercheurs et experts, en fait, j'en ai parlé un petit peu, mais pas dans ces termes-là. C'est-à-dire que j'essaye de faire comprendre dans l'ouvrage lecteur en quoi toute cette mission d'expert était différente de nos pratiques habituelles, surtout sur les questions de la temporalité. C'est-à-dire que d'habitude, on a le temps, on a des peer reviewing, on a de contrôle de qualité, etc. Et c'est ça, effectivement, qu'on peut désigner par la recherche, là où tout d'un coup, on se retrouve comme ça dans l'épidémiologie du temps réel, où on communique avec d'autres types de personnes, etc. Donc je l'ai abordé, je ne l'ai pas appelé comme ça, mais c'est quelque chose qui effectivement très, très fortement frappé. Sur la question de la responsabilité et de la criminalisation, là, c'est intéressant parce qu'en fait, moi, je suis très partagé là-dessus, en réalité. Parce que, de par mes propres valeurs, de par mon propre... simplement par mon éducation, par la façon dont je vis, je suis très, très pro-responsabilisation individuelle. C'est-à-dire que... voilà, moi, je peux prendre d'autres exemples, ça mérite, quand tout d'un coup on me dit qu'il faut que je mette un casque à vélo, enfin, j'ai un peu envie qu'on dise fouter la paix aux gens, enfin bref, je trouve j'ai pas envie d'être dans une société où on soit de plus en plus sécuritaire, etc. Donc c'est vraiment pas du tout spontanément mon point de vue, mais en même temps, j'ai pris conscience au travers de cette crise que cette capacité à auto-évaluer son propre risque est quelque chose qu'on ne peut pas considérer que tout le monde a cette capacité. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à des phénomènes complexes comme peut être un phénomène épidémique, il y a des tas d'obstacles de nature culturelle, organisationnelle, etc. Et que parfois même des personnes qui comprennent n'ont pas la capacité matérielle de se protéger du risque. Et donc, tenir un discours qui est de dire en fait que les personnes à risque se protègent, qui est un discours qu'on peut tenir au nom de la responsabilisation individuelle, est en fait se décharger de la responsabilité vis-à-vis de personnes qui ne sont pas toujours en capacité de se protéger parce qu'il y a toute une série d'obstacles qui se mettent en chemin pour le permettre de le faire. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'il faut aussi reconnaître que dans la population,
il y a des gens qui n'ont simplement pas envie de suivre des normes collectives. Et ça existe. Et je veux dire, on ne s'est jamais dit, voilà, on va compter sur la bonne volonté de chacun à ne pas dépasser le 120 km/h. Et à un moment, je pense qu'il faut parfois, et c'est la responsabilité de l'État, mettre une norme, et derrière une norme, ben, forcément, il peut y avoir des pénalités pour ceux qui enfreignent la norme, surtout si la norme a un impact sur la vie collective. Donc voilà, ça c'est un point de vue sur lequel moi j'ai évolué. Je ne suis pas non plus à dire qu'il faut criminaliser tout, qu'il faut tout. Mais en tout cas, mon point de vue a évolué au travers de cette expérience parce que ce rôle de fixer la norme est un rôle que je trouve qu'est un rôle légitime pour l'État parce que c'est dans le cadre d'un certain nombre de normes collectives qu'on est amené à fonctionner. Je pense qu'on pourrait discuter beaucoup autour de toutes ces questions. Hein. Chaque question est en fait à plein d'autres sous-questions à tiroir. Sur la question de la démocratie sanitaire, bon, ça on a déjà parlé. Voilà, la question du participatif, ça je suis entièrement convaincu. Le savoir des patients aussi. Donc c'est pour ça qu'en fait, très tôt, comme ça, j'essaie d'amener, même au niveau du GAIE, l'idée d'un panel citoyen parallèle au groupe d'experts qui aurait pu nous aider, justement par rapport à ce vécu, et aussi simplement par le fait qu'au sein des experts, des politiques, on vient souvent des mêmes types de groupes socioprofessionnels, je veux dire, qui sont des personnes qui ne vivent pas dans 9 mètres carrés, etc. Donc avoir un panel citoyen qui soit représentatif un peu de ce que peut être la société aujourd'hui en termes de genre, de niveau socio-économique, de tout ce qui compose en fait la société. Alors on ne peut pas tout prendre en compte dans un panel étroit, mais au moins avoir une forme de représentativité, ça aurait pu être très très utile pour ne fût-ce que mettre en question et débattre autour de mesures ou de recommandations pour savoir si elles sont plus ou moins applicables et donc arriver à aboutir à des choses qui soient moins déconnectées. Donc ça, j'en suis entièrement convaincu. Et sur l'importance de tout ce qui est cette couche, je dirais, intermédiaire, de personnes qui sont entre les citoyens, oui, je rejoins tout à fait ça. Peut-être sauf sur la question de la vaccination. On est vraiment ici rentré dans une logique de vaccination où l'enjeu, c'était avant tout le plus rapidement possible de fournir une première couverture vaccinale au plus grand nombre, avec des questions simplement au départ, hein, au début où ces campagnes de vaccination sont mises en œuvre, des questions simplement de conservation des vaccins dans des frigos, etc., qui étaient un peu à l'avant-plan, et donc toute une série d'éléments en fait logistiques qui ont amené à cette décision-là. Donc je parle uniquement de cette décision d'une vaccination de masse qui échappe aux généralistes. Maintenant, il y a toute une série d'autres actes médicaux pour lesquels, effectivement, c'est vrai qu'ils ont été assez fort bypassés. Mais il faut aussi se rendre compte que cette mission-là, plus on leur met une mission au niveau de la gestion de la pandémie, c'est quelque chose qui vient se rajouter à leur mission normale. Et que, pour l'avoir vécu à quelques reprises, il y a des moments où on a eu des discussions avec des représentants des généralistes et qu'eux n'étaient pas toujours très chauds, qu'on leur confie des missions supplémentaires. Donc, il y a un dialogue là qui n'est pas toujours... je pense que ce n'est pas juste une vision que le pouvoir a voulu bypasser des généralistes. C'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, il y a eu des possibilités, mais ça n'a pas toujours été univoque dans certaines directions. Alors, ce serait un petit peu trop long d'essayer de revenir sur les différents cas. C'est peut-être pas l'objet, mais il y a... Voilà, il y a certains rôles qui se reprennent. Je pense par exemple par rapport à la 3e dose, c'est une question intéressante. Si on avait commencé un petit peu plus tôt, maintenant on va se retrouver dans une situation où la question de la 3e dose va devenir une question en fait de temps, parce que il va vraiment y avoir un enjeu temporel autour de ça. Mais c'est typiquement un élément où les médecins généralistes pourraient, en fait, en fonction de l'histoire des patients, en fonction du niveau d'anticorps, etc., recommander ou pas la 3e dose. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour pour cette question. Merci. Bon, on pourrait débattre effectivement Oui. sur la criminalisation, mais je ne veux pas prendre trop d'espace et donc peut-être
D'abord dans la salle, ou Sarah, s'il y a... Oui, moi j'avais plusieurs Tu questions. prends ma place? Je pense que c'est plus agréable pour ceux qui nous suivent à distance. Il y avait d'abord une question de Irène Courtois. Il me reste 15 minutes. Donc je vais lire. Qui dit que la question d'utilisation des chiffres, parce que ça fait sérieux, est-ce que ce n'est pas parfois contre-productif? Ainsi, on peut attendre que le vaccin diminue de X fois le risque de se retrouver en soins intensifs, sauf que ce X n'est pas partout le même, rien qu'entre la France et la Belgique. Et en plus, si on réfléchit, cela veut dire que puisque la protection du vaccin diminue avec le temps, donc, cela veut dire, il y a aussi cette question de la protection du vaccin qui diminue avec le temps, d'où l'impression que les politiques balancent n'importe quoi et que ce n'est pas crédible. Donc, il touche un peu à la question de, des résistances vaccinales, voire les questions complotistes, la question des chiffres, voire même, des choses qu'on a un tout petit peu abordées ici aussi, la potentielle instrumentalisation, cooptation des scientifiques. Voilà, c'est la seule question. Oui, mais donc sur cette question-là, en fait, il y a des tas de bonnes raisons pour lesquelles on peut avoir une efficacité vaccinale mesurée qui va varier d'un pays à l'autre. Et ce n'est pas parce que les différents pays cherchent à mentir ou quoi que ce soit. C'est-à-dire quand on mesure l'efficacité vaccinale, on va comparer un groupe vacciné et non vacciné, mais on ne sait pas ce que ces gens ont fait comme comportement. Et donc, si forcément les personnes qui sont vaccinées ont un comportement 10 fois plus à risque que ceux qui sont non vaccinés, ça va diminuer l'efficacité vaccinale apparente, parce que le risque de se faire infecter va être beaucoup plus important. Et donc, mais ce qu'il faut aussi très très fort distinguer, et c'est une nuance, mais c'est vraiment ce débat autour de l'efficacité vaccinale, il est vraiment compliqué, parce qu'en fait, il faut distinguer l'efficacité vaccinale contre le risque d'infection, contre le risque d'infection symptomatique, contre le risque d'hospitalisation, contre le risque d'admission en soins intensifs. Ce n'est pas pour techniciser le débat que je le dis ici, mais c'est précisément en fait, en comprenant la différence qu'il y a entre ces trois types de risques, on peut comprendre pourquoi en Belgique maintenant, aujourd'hui, on a un accroissement des cas qui est plus important dans les communes fortement vaccinées que dans les communes faiblement vaccinées, tout en ayant au niveau individuel un bénéfice très clair de la vaccination en termes de prévention de risque d'hospitalisation et d'admission en soins intensifs. Donc ce sont vraiment des questions qui sont pas simples. Donc pour le moment, très très clairement, il n'y a aucun doute là-dessus. Le bénéfice en termes individuels, en termes de protection contre le risque de faire des formes sévères et d'être hospitalisé ou d'être en soins intensifs, il est absolument clair et il penche en faveur de la vaccination. Par contre, l'efficacité vaccinale contre le risque d'être infecté et a fortiori d'être infecté asymptomatique a chuté effectivement au cours du temps, là où le risque là où l'efficacité vaccinale contre le risque d'hospitalisation se maintient beaucoup mieux dans le temps. C'est quelque chose qu'on a observé dans d'autres pays, qu'on est occupé à vivre chez nous. C'est pour ça que tout un chacun, on a de plus en plus de gens autour de soi qui sont infectés alors qu'ils sont vaccinés, mais on n'a pas pour autant nécessairement plus de gens qui sont hospitalisés dans les mêmes proportions. Et ça, je pense qu'on le ressent aussi. Et donc, voilà, je ne vais pas faire une réponse trop technique. Je viens de faire un très très long tweet pour expliquer tout ça, pour expliquer un peu en quoi cette différence entre ces trois risques permettait d'expliquer la situation actuelle. Mais ça en revient justement à toujours cette notion de tenir compte des comportements. Et donc, effectivement, c'est là où, si on surestime la capacité d'un chiffre et qu'on néglige les comportements qui vont avec, on passe à côté de questions qui peuvent être importantes. Et puis, ça, c'est une autre question qui est plus personnelle, c'est qu'en fait, à un moment, le débat se déplace complètement dans le jugement de valeur. Et là, ça devient très dangereux, parce qu'en fait, on commence à venir poser des jugements de valeur sur des personnes vaccinées ou non vaccinées, alors que dans la réalité, en termes de transmission communautaire, une personne qui serait non vaccinée, mais qui reste chez elle et qui fait attention, peut être beaucoup moins risquée pour la transmission communautaire qu'une personne qui serait vaccinée et qui sort tous les soirs. Et ça, il faut le dire, mais ça c'est complètement perdu dans le discours médiatique. Mais par contre, la personne qui est non vaccinée qui reste chez elle, il faut savoir que par rapport au risque d'hospitalisation, si elle veut compenser l'efficacité vaccinale est tellement importante
que pour ne pas faire peser à la société en termes de risque d'hospitalisation, elle doit avoir presque plus personne. Si on est conscient. Donc, mais c'est toujours cette... Il n'est pas nécessaire d'aller mettre un jugement de valeur derrière ça. On peut donner les chiffres, on peut présenter les données, et là, je pense que la responsabilisation est absolument fondamentale, plutôt que la culpabilisation, parce qu'en fait, celle-là amène qu'à une division qui est de plus en plus forte. Mais moi, c'est quand même une question, c'est est-ce que justement, de par votre position en tant que scientifique, c'est un ensemble de questions. Est-ce que vous avez parlé au départ d'un rapport d'horizontalité entre les scientifiques et les experts, et qui a été mis en cause notamment par quelqu'un qui vient plutôt des sciences sociales, c'est Denis Neuwenhuis, qu'on a reçu ici dans le cadre d'une journée d'études justement sur l'accès aux soins et sur le fait que les sciences sociales et certaines sciences, un peu ce que vous disiez, cette valorisation des chiffres, mais des chiffres aussi dans un contexte de valorisation de l'économie, peut-être sur la santé et sur les corps, y compris les corps les plus vulnérables. Donc, il a amené à finalement considérer que son savoir d'expert n'était pas mis au même niveau. Donc ça, c'est un premier élément de ma question. Pour revenir à ce qu'on disait justement sur donc ne pas bipolariser le débat, ne pas tomber dans les émotions, les jugements, voire la criminalisation des comportements. Est-ce que tout le discours politique n'est pas précisément depuis le début une prise de distance par rapport à des données mais de base de prévention et de promotion de la santé? Enfin, voilà, et le cas du VIH le montre très bien, qui permettrait par exemple de ne pas avoir à savoir qui est vacciné, qui n'est pas vacciné. Et avec il commence à y avoir des critiques, y compris dans le secteur de promotion de la santé, sur le Code Safe Ticket, qui justement serait plutôt le lieu, qui est le moyen finalement de la meilleure circulation du virus. Entre guillemets, en tout cas, c'est des choses qui se posent, d'une part parce que ça crée des espaces où ceux qui ne sont pas vaccinés ne viennent pas, le public cible d'une promotion, prévention, notamment VIH, mais aussi parce que ça anticipe ce que vous venez de dire par rapport à l'université d'Asselt, je crois, selon laquelle, en fait, il y aurait des comportements avec un risque qui n'a pas été prévu pour des personnes qui pensent être protégées. Et donc, du coup, est-ce que justement, on ne s'est pas mis en rupture d'une politique de prévention basée sur des gestes, comment on dit, les gestes barrières, plutôt que de rentrer dans finalement quelque chose qui, et je vais juste terminer là-dessus, parce que Charlotte a parlé de criminalisation, etc. Il y a aussi un chercheur qui lui parle plutôt par rapport au cas français, qui dit finalement, c'est l'appel à la consommation qui a marché. C'est à partir du moment où on a, Jean-Michel Pelletier, où on a offert la possibilité aux gens, à travers le pass sanitaire, de consommer, et donc on n'est plus du tout dans une question scientifique, qu'il y a eu une adhésion au protocole sanitaire de masse. Et alors, je vais terminer avec une toute dernière question, qui est celle de la responsabilisation individuelle. Au moment où on parle de la 3e dose du vaccin et du booster, et au moment où l'OMS tonne, et en disant, alors, est-ce que c'est utile? Et là, on revient à la question des médecins généralistes, parce qu'il y a cet argument sur la table de dire qu'en fait, on proposerait une 3e dose à des personnes qui sont déjà immunisées. Et ça, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, parce que moi, je n'ai pas d'avis scientifique là-dessus. Et surtout, qui dit, comment est-ce qu'on peut être en train de parler de 3e dose, alors qu'ailleurs dans le monde, en dehors du Nord, on est à 1% de vaccinés. Et donc, du coup, ça veut dire quoi la responsabilisation individuelle? Si on se déseurocentre un petit peu, et si on se situe dans une logique plus globale, alors de partage des richesses, mais aussi de santé globale, de circulation, de migration, etc. De nouveau, beaucoup de questions dans cette question. J'ai oublié de prendre note tout au début. Mais bon, donc, avec Céline, on a beaucoup travaillé ensemble et on continue à être en discussion presque. Il n'y a pas 2-3 jours sans qu'on échange de messages sur une série d'enjeux. Donc, mais très clairement, dans ce rôle au niveau du GACE, il y avait les chiffres de l'épidémie, il y avait les chiffres de l'économie,
et il n'y avait pas de chiffres pour le social, Mhm. qui permettent à un moment de faire le poids. Et c'est vrai qu'elle s'est retrouvée très démunie par rapport à ça, mais c'est pas, si vous voulez, c'est pas juste une question c'est pas juste une question de chiffres. Elle était aussi, elle, la seule représentante de cette composante-là, la composante sociale. Or, c'est un élément qui est quand même très, très important. Et ce fait-là même, en fait, dit déjà quelque chose. Hein. Donc, et il faut se rappeler, et c'est aussi là que c'est important de faire la distinction justement entre rapport d'experts et décisions politiques, c'est que si on va revoir les rapports du GAZE qu'on avait produits, il n'y en a pas un dans lequel il n'y a pas de recommandations dans le domaine social et qui avait été co-signé par l'ensemble des experts. Simplement, ils n'ont pas été repris dans les décisions politiques. Et donc, entre guillemets, Céline, elle a fait le job, mais pas qu'elle. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'autres experts au sein du GAZE qui étaient aussi, alors c'était pas toujours facile, mais qui étaient aussi convaincus qu'il y avait un certain nombre de choses qu'il fallait faire au niveau par rapport à la précarité, par rapport mais simplement, c'était pas. Donc là, il y a quand même une distinction qui se fait, et c'est des décisions qui sont de nature politique qui interviennent après ça. Alors, sur la question, par rapport justement à cette question du CST, donc on dit qu'effectivement, il y a plus de contacts chez les vaccinés que chez les non-vaccinés, on ne sait pas très bien dans quel sens ça marche encore. Parce qu'en fait, on ne sait pas très bien si c'est parce que on peut très bien retourner l'argument et se dire, en fait, les non-vaccinés ont moins de contacts grâce au CST. Puisque, en fait, il y a un certain nombre d'activités qui ne leur sont pas permises. Ou inversement, on peut prendre. Donc, si on a une vision négative du CST, on va dire, c'est à cause du CST que les vaccinés se permettent d'avoir beaucoup plus de contacts et ont beaucoup plus de contacts. Si on a une vision positive du CST, eh ben on va dire, ah ben oui, mais grâce au CST, on a réussi à limiter le nombre de contacts non vaccinés. Bref, on tourne en rond là. Donc, par contre, là où je rejoins très fort les choses, c'est qu'en fait, à la fois au niveau de la vaccination a été vue comme le technofixe. Et le pouvoir politique, il n'y a rien qu'il aime plus qu'une solution simple qui évite de devoir mobiliser un ensemble d'autres instruments en matière de prévention, en matière de ventilation des espaces publics, en matière de tous les autres éléments qui peuvent faire partie d'une politique beaucoup plus générale et systémique. On le voit très bien par rapport à la ventilation. Donc, en mai dernier, avec Nathan Plumet et Léla Belkir, on avait sorti une carte blanche, justement, qui avait quand même été fort lue, où on mettait en avant, on dit voilà, maintenant, il faut rentrer dans une stratégie à long terme où on aborde la question de la qualité de l'air comme étant une question de santé publique, de la même manière qu'il y a un siècle, on a vu la qualité de l'eau comme étant une question de santé publique. Et il faut qu'on réfléchisse à ça et qu'on trouve des moyens d'avoir une meilleure ventilation des espaces et savoir avoir un bénéfice large sur l'ensemble des infections respiratoires. Bon. Et à côté de ça, il faut commencer à caractériser les lieux, un peu comme les pompiers le font par rapport au risque d'incendie. On va dans un lieu, on se dit, bon, ici, si on veut diminuer le risque d'incendie, on va mettre tel et tel équipement dans les lieux publics. On pourrait faire la même chose au niveau de la ventilation. Tout le monde a dit, ah oui, bonne idée, etc. Rien n'a été fait en 6 mois. Rien du tout, ou très peu. Très, très peu. Et c'est juste maintenant, et dans cette carte blanche, c'est intéressant de la relire rétrospectivement, on annonçait exactement la situation dans laquelle on se trouve maintenant, qui était de dire, à l'automne et à l'hiver prochain, à cause des variants, on risque de se retrouver dans une situation très tendue du point de vue épidémiologique. Et si on veut être mieux équipé à ce moment-là, il faut dès maintenant commencer à réfléchir les choses à long terme. Et donc cette réflexion-là, elle a du mal à se frayer un chemin par rapport à des solutions qui ont l'air plus simples en termes de mise en œuvre. Et le CST est aussi une mesure qui semble plus simple à mise en œuvre, mais qui pour moi a un bénéfice possible. Je n'exclus pas que ça ait un certain bénéfice, mais qui est très très variable selon les lieux et les conditions. Par exemple, moi j'étais très mal à mon aise. Je trouve que voilà, dans une salle de théâtre, on met tous des gens, on dit voilà, vous êtes sous CST, donc vous ne devez plus de mettre de masque du tout.
On aurait très bien pu dire, ben voilà, on ne fait pas de CST dans le théâtre et tout le monde peut y venir et tout le monde garde le masque. Et je pense qu'un d'un point de vue épidémiologique, la seconde situation est vraiment pas pire que la première, voire même meilleure. Et donc là, tout d'un coup, pourquoi venir avec une logique de CST qui est une logique d'exclusion, alors qu'on peut, à côté de ça, ben alors ça occasionne un certain inconfort pour tout le monde, ok, mais c'est malgré tout acceptable et c'est au bénéfice d'une plus grande inclusivité par rapport aux différentes personnes. Là où par rapport à d'autres types d'activités plus spécifiques, à moins une salle fermée de fitness, mais là, effectivement, on peut beaucoup plus difficilement envisager enfin, ça peut avoir une certaine efficacité. Et même par rapport au restaurant, la question se pose toujours de l'alternative. C'est-à-dire qu'effectivement, si on met un CST pour le restaurant, parce que c'est vrai qu'à l'intérieur du restaurant, dans le lieu même, le risque de transmission sera plus faible si seulement des personnes vaccinées y vont. Mais encore une fois, ça, c'est pas la société. La société, elle est plus large. Et donc, si les personnes, au lieu de aller au restaurant, se voient dans l'espace privé, ben, en fait, on n'a rien gagné. Puis s'ils se voient quand même, c'est simplement qu'ils sont dans un autre lieu. On a juste déplacé le problème. Et ce bilan-là, on ne sait pas très bien comment est-ce qu'il se passe au final. Donc c'est pour ça que c'est une mesure qui peut-être a un certain bénéfice, mais en tous les cas, ça n'a certainement pas déclenché une adhésion à la vaccination comme ça avait été le cas en France, pour des raisons assez prévisibles. C'est qu'en France, en fait, au moment où ça a été mis en place, il y avait énormément d'hésitants. Et je pense que, ce dont vous parliez, en fait, les gens qui sont prêts à se faire vacciner parce que tout d'un coup, ça leur donne un accès à une certaine consommation, en fait, c'est des gens qui ne l'ont pas fait jusque-là parce qu'ils s'en foutaient. Enfin, parce qu'ils n'avaient pas trouvé le sens là-dedans. Parce que quelqu'un qui a vraiment peur du vaccin, il ne va pas franchir le pas simplement pour pouvoir aller au restaurant. Il va rester avec sa peur, il va faire d'autres choses. Et les gens, l'autre composante de l'hésitation vaccinale, qui sont tous les gens qui sont totalement coupés de la santé, parce que c'est d'ailleurs ce que Renaud mettait en évidence dans son enquête, ben, ce n'est pas forcément ça qui va les rapprocher du corps médical et de logique de prévention, qui va les faire adhérer au vaccin. Donc moi j'étais assez sceptique sur l'efficacité du CST en tant qu'instrument en Belgique pour promouvoir, pour stimuler l'adhésion à la vaccination, et de fait ça ne s'est pas traduit dans une augmentation vraiment significative, ni à Bruxelles, ni en région wallonne. Voilà. Normalement, on n'a plus de temps, oui, mais oui, je ne savais pas leur remercier pour ces leçons de l'épidémie Covid. J'ai clairement entendu qu'il y avait le rôle du politique, des experts et puis des citoyens. Or, dans ce dialogue, le sentiment que j'ai eu en vous écoutant, c'est que clairement, les pouvoirs étaient entre les mains du politique. Et moi, ma question, c'est véritablement, est-ce que c'est possible d'envisager un réel dialogue ou une vraie construction, concertation, pour que les décisions prises reflètent ce que les citoyens désirent, ce que les experts. Donc, quelle est donc la place de ces experts, de ces citoyens dans ce dialogue où, au final, les décisions prises sont politiques? Bon, pour moi, c'est une question qui dépasse largement le champ de la pandémie et qui a trait beaucoup plus avec un questionnement qu'on a et qui est actuellement sur le système de démocratie représentative tel qu'il est aujourd'hui. Alors, il y a une spécificité à la crise Covid, c'est le fait qu'il y a énormément de choses qui ont été menées par l'exécutif et qu'en fait, le pouvoir parlementaire est tardé à se manifester. Et encore aujourd'hui, les grandes questions, en fait, sont assez peu débattues au niveau du Parlement. Or, le Parlement est quand même le lieu par lequel la démocratie représentative peut questionner l'exécutif, et c'est son rôle. Et là, il y a des questions sur la manière dont les choses ont été gérées. Alors, dans l'urgence, ça se justifiait. Hein, quand on parle de la première vague, le lockdown, etc., c'est assez logique que l'exécutif prenne la main et qu'on ne fasse pas des longs débats parlementaires pour savoir si on va faire un lockdown. Mais dès le moment où la crise se poursuit, s'installe dans la durée, ben effectivement, le Parlement aurait pu prendre un rôle beaucoup plus important de contrôle de l'exécutif. Il l'a fait sur certaines questions, mais c'est resté quand même relativement timide. La deuxième question sous-jacente, c'est quel est le rôle des citoyens directement.
Et ça, il y a de plus en plus de voix qui se prononcent. Moi, je suis assez favorable à cette vision-là, pour l'idée qu'aux côtés de la démocratie représentative conventionnelle, on mette aussi une forme de participation citoyenne sur un certain nombre de questions et d'enjeux. Et il y a eu comme ça un panel participatif sur le rôle des experts en temps de crise qui s'est tenu au niveau du Parlement bruxellois, qui a abouti à toute une série de conclusions, de recommandations qui sont vraiment très intéressantes sur cette question-là. Je vous invite à aller voir les conclusions et ce rapport de ce panel délibératif. Il y a vraiment des choses intéressantes de ce côté-là. Mais ça participe, je dirais, à une forme de revitalisation de la démocratie, de réforme de la démocratie pour donner un plus grand rôle aux citoyens. Et là, ça vaut la peine d'aller voir tous les travaux du G1000, hein, qui va maintenant essayer de poursuivre en fait, l'initiative qui a été prise il y a 10 ans, d'essayer de stimuler la démocratie participative dans notre pays. Voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'il y aurait encore beaucoup de questions à remettre, soit à poser, soit en tout cas à réagir à ce que vous avez apporté. En tout cas, pour moi, ça met pas mal de choses en route, je dirais. Encore merci beaucoup David aussi d'avoir accepté d'être discutant. Peut-être qu'1h30 c'était pour ce séminaire. On vous donne rendez-vous dans la semaine prochaine, le mois prochain, le 6 décembre, donc pour une séance sur science et défense de l'ordre public autour d'Isabelle Stenger, qui sera discutée par Nicolas Dobby du 7e CHU Saint-Pierre. Voilà, merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir. Non, il y en avait une, mais avec l'étrange